Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Là, je vais vous traiter la deuxième partie de ma présentation Impact des réformes de régulation des prix des médicaments sur la pharmacie. Alors, dans cette partie, je vais vous parler des leviers permettant aux pharmaciens de s'adapter à la politique de réduction des prix des médicaments. Alors, quand on regarde du côté des pays du benchmark, ben, ces pays-là, ils ont tous une rémunération qui s'articule sur trois blocs. Il y a les marges commerciales, c'est un peu comme ce qui se fait chez nous. Il y a les honoraires de dispensation et il y a honoraires et indemnités pour mission publique. Alors, marge et honoraires, c'est en général pour rémunérer l'acte pharmaceutique, les vérifications que fait un pharmacien et son apport par rapport à l'ordonnance. Alors la deuxième partie, il s'agit de missions. Des missions, ils ont été mises en place pour améliorer la prise en charge de certaines maladies chroniques essentiellement. Il y a aussi des marges octroyées par des fabricants, par des fournisseurs. Ça, c'est ce qu'on appelle les marges arrière. Puis, il y a des paiements des caisses d'assurance maladie pour atteinte ou plutôt pour rémunérer l'atteinte d'objectifs, des objectifs en ce qui concerne le médicament générique ou tout autre objectif. Et généralement, c'est fixé conventionnellement avec les représentants des pharmaciens, généralement les représentants syndicaux. Donc, quand on regarde un petit peu les marges qui sont en vigueur dans les différents pays du benchmark, les marges changent d'un pays à l'autre. Mais ce qui est important, c'est qu'au fait, il n'y a pas que la marge. Comme les pharmaciens, il a d'autres rémunérations. Donc, tout est fait pour préserver la viabilité de la pharmacie d'officine. Bon, chaque pays a choisi des mécanismes différents, mais le but est le même, c'est désensibiliser au maximum la rémunération des pharmaciens vis-à-vis des prix des médicaments. C'est-à-dire on fait tout pour réduire la marge commerciale, mais par contre, cette marge commerciale qui a été réduite est largement compensée par les missions, par les honoraires, etc. Je vais vous montrer une dia de l'exemple français qui va vous permettre de mieux cerner ce que je viens de dire. Alors, il faut que vous sachiez que, par exemple, il y a plusieurs types de rémunération pour la dispensation et ça change d'un pays à l'autre. Quand on prend l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas, tous ces pays-là appliquent des honoraires de conditionnement. Quant à l'Angleterre et la France, ils appliquent en plus des honoraires de dispensation. Et là, j'ai essayé de vous résumer dans cette slide tout ce que perçoit un pharmacien français. Donc, premièrement, il a comme nous donc la marge commerciale. En France, c'est 5 tranches dégressives. Alors, le pharmacien, quand il dispense une ordonnance, il perçoit 0,6 euros hors taxe. Ces chiffres, j'ai oublié de préciser, c'est uniquement pour la France métropolitaine et pour les autres régions, la Guadeloupe et le reste, les chiffres ne sont pas les mêmes. En d'autres termes, il s'adapte aux régions. En ce qui concerne l'indemnité, les honoraires au conditionnement, quand il s'agit d'un conditionnement mensuel, c'est 1,02 euros hors taxe. Quand c'est trimestriel, 2,76. Quand le pharmacien traite une ordonnance dite complexe avec plus de 5 médicaments remboursés, là aussi, il perçoit 0,31 euros hors taxe. Quand il y a des médicaments spécifiques qui traitent des maladies particulières avec des protocoles précis, là c'est 3,57 euros. Quand il s'agit d'un patient qui a moins de 3 ans ou plus de 70 ans, là aussi une rémunération de 1,58. C'est un honoraire de 1,58 euros. À ceci, il faut ajouter toutes les missions. Quand un patient est sous AVK, la première année, le pharmacien touche 30 euros et la deuxième année, 20 euros. La prise en charge des asthmatiques, c'est 30 euros la première année et 20 euros la deuxième année. Les polymédiqués, 45 euros la première année et 30 la deuxième année. Pardon.
Quant aux patients anticancéreux, en fonction des traitements, c'est 60 euros à 30 euros, 60 euros la première année, 30 euros la deuxième. Et comme ça peut être 80 euros la première année, 30 euros la deuxième année, pour certains anticancéreux. Pour les femmes enceintes, le pharmacien perçoit 5 euros, la vaccination 7,50 euros, le dépistage TROD c'est 10 à 15 euros en fonction des TROD, le dépistage du cancer colorectal 3 euros. À ceci, il faut ajouter les honoraires de garde. Quand le pharmacien est de garde, donc il perçoit le jour 2 euros. Avant 22 heures, c'est 10 euros. Et au-delà de minuit, c'est 20 euros. Et à côté de ça, il a aussi ce qu'on appelle une indemnité d'astreinte pour la garde de nuit, les dimanches et les jours fériés. Il perçoit un forfait de 200 euros supplémentaires. À ceci, il faut ajouter la vaccination, c'est 7,50 euros quand le patient n'a pas d'ordonnance, 9,60 € quand il a une ordonnance, et même quand il dispense des masques, il a 4,22 € pour les masques classiques pour une boîte de 50 et 22,16 € pour les FFP2. Voilà, donc vous voyez, sans qu'il n'y a pas que la marge, il y a énormément d'indemnités qui permettent un petit peu aux pharmaciens de mieux supporter les baisses. Donc les chiffres que vous venez de voir donc, ont été actualisés le 8 janvier. Les chiffres, ce sont vraiment les vrais chiffres actualisés. À côté de ça, donc il y a eu mise en place des entretiens courts opioïdes. La prolongation du renouvellement, elle est passée de 1 mois à 3 mois. Et donc, le pharmacien peut actuellement faire des prescriptions des substituts nicotiniques au sein de sa pharmacie. Là, ce schéma, ou plutôt ce graphe, montre des éléments très importants. Là, c'est le cas le système anglais. Vous avez le pharmacien, 50,8%, c'est à peu près la moitié. Donc, ce sont des honoraires de dispensation. Et les 30,8, c'est des honoraires sur la qualité. Puis l'autre, c'est un certain nombre de missions. Et la marge commerciale n'est que de 4,7. C'est pratiquement insignifiant par rapport au reste de la rémunération du pharmacien. Et c'est ce qui explique que les baisses des prix des médicaments n'impactent absolument pas le pharmacien anglais. Et on peut en dire autant du pharmacien belge, puisque la marge commerciale ne correspond qu'à 18,6%, un peu plus que l'anglais, mais 18,6%, et tout le reste, ce sont des honoraires de dispensation. Quand il est pharmacien référent, donc il y a une dispensation. Il y a aussi des honoraires à la tarification à l'unité, etc., etc. Ce qui est important, 18,6% de ce que perçoit le pharmacien provient de la marge commerciale et tout le reste n'est absolument pas lié aux médicaments. Au Maroc, on ne peut que constater d'abord sans honoraire, donc ni par ordonnance, ni par garde, ni rien du tout, aucun honoraire, sans indemnité, les missions, les vaccins, les trodes, jusqu'à maintenant, il n'y a pas il y a aucune indemnité. Le droit de substitution inexistant qui oblige le pharmacien à surstocker. Euh, les produits onéreux échappent généralement à la majorité des pharmaciens, sauf quelques exceptions, puisque la plupart de ces produits-là se vendent au niveau des cliniques. On n'a toujours pas la liste limitative des produits hospitaliers et encore moins un conditionnement spécifique. On n'a pas de statut de médicament conseil et le benchmark est appliqué sur tous les médicaments. On nous a parlé d'une compensation entre 2014 et 2019. On nous a dit le fait de baisser le prix du médicament en mettant en application le décret de fixation du prix du médicament allait booster les ventes. Malheureusement, il n'y a rien eu. C'est resté flat, donc ça n'a pas bougé. Les chiffres d'affaires ont commencé à augmenter avec le Covid,
pas avant. Donc ça veut dire que le décret tout seul n'est pas suffisant, à moins que ça ne soit aussi la généralisation qui commence, la généralisation de la couverture qui commence à donner ses fruits. Alors, la parapharmacie, malheureusement, chaque pharmacie est entourée de deux ou trois parapharmacies qui vendent pratiquement tous les compléments alimentaires, tous les produits cosmétiques et ils ont moins de contraintes que les pharmaciens. À côté de ça, le respect strict du circuit légal de la distribution. C'est vrai qu'il y a eu des circulaires pour rappeler qu'il faut appliquer la loi, mais avons-nous vraiment besoin de circulaires? Il faut passer aux sanctions à mon avis. Les produits vétérinaires, on ne les voit pas, ils se vendent en dehors des pharmacies. Et on avait malheureusement une convention fiscale qui permettait aux pharmaciens de souffler un peu, mais malheureusement elle a été abrogée. Donc en d'autres termes, avec seulement deux marges et deux forfaits, ben, c'est quasiment mission impossible pour pouvoir s'en sortir, surtout si on continue à éroder le prix des médicaments. Donc voilà, j'ai essayé de vous résumer sur ce dessin. Alors, vous voyez très bien, si même en maintenant les mêmes marges et les mêmes forfaits, et s'il y a des baisses de prix, automatiquement il y a baisse de rentabilité. Si on veut compenser cette balance, donc il faut qu'il y ait des rémunérations supplémentaires. Par exemple, il faut revoir, à mon avis, le T4 qui est vraiment qui desserve totalement le pharmacien. Les honoraires sur des ordonnances, pourquoi pas? De toutes les manières, on passe notre temps à remplir les dossiers des malades et tout ça, et plus tout le reste, et il n'y a aucune indemnité, sachant que quand ils vont chez Tsehilet, ben, c'est pas la même chose. Et en plus, on est au niveau des pharmacies, le secret médical est préservé, et surtout si on fait la transmission directe à la CNSS. Donc je pense que là, il y a une rémunération à mettre en place, et elle est tout à fait légitime, hein, c'est pas quelque chose de trop. Le suivi thérapeutique, bien sûr, on peut le faire pour le diabète et pour certaines maladies qui sont très mal prises en charge. Ceci va permettre aux caisses de faire des économies et d'éviter que le diabétique se complique en insuffisance rénale ou en d'autres pathologies. Donc là, il y a un travail à faire. Bien évidemment, il faut commencer par des expériences pilotes avec des formations et mettre en place des protocoles et évaluer l'apport du pharmacien. Voilà, le droit de substitution, bien évidemment, il faut le mettre en place et éviter non substituable, c'est-à-dire il faut le garder dans les cas où vraiment on peut appliquer le non substituable, comme par exemple les médicaments à marge étroite ou les patients âgés ou les patients de psychiatrie qui ont beaucoup de mal à accepter un autre médicament ou les formes pédiatriques. En tout cas, c'est facile à faire. Donc, on a les médicaments à marge étroite et il y a un certain nombre de cas. Là, bien sûr, on accepte parfaitement le non substituable, mais le reste, on va rien inventer, on va faire comme les autres et peut-être qu'il faut prévoir des honoraires pour la garde. C'est juste, si on ne fait pas ça, ben on ne va pas compenser la balance de droite et le pharmacien avec les baisses, si on reste dans le même schéma, on va droit dans le mur. Alors, en ce qui concerne les recommandations, je pense qu'avant d'envisager toute réforme visant à améliorer l'accès équitable, sécurisé et durable aux médicaments, on devrait d'abord favoriser une approche systémique et coordonnée entre les différents acteurs, que ce soit l'autorité de régulation, les industriels, les répartiteurs, les pharmaciens, les professionnels de la santé et les patients qu'on oublie malheureusement souvent, et les chercheurs, et ce, dès les phases de développement des médicaments pour répondre aux besoins réels du terrain. Il faut également mettre en place des plateformes de concertation et fluidifier les échanges. Il faut favoriser la transparence des données. On a besoin de données quand les instances professionnelles veulent se prononcer quant à un projet. Ben, ils doivent avoir des données, ils doivent avoir des études publiées officiellement pour qu'ils puissent se baser sur ces éléments
pour faire des propositions et ils doivent donner vraiment leur avis en amont. Il ne faut pas attendre à la dernière minute et tout faire dans la précipitation. Et il faut valoriser les retours d'expérience des pharmaciens et des patients afin d'ajuster toute politique de santé et pour redéfinir les priorités thérapeutiques. Et il faut favoriser une culture de la confiance, de l'écoute et de la responsabilité partagée au sein du secteur, aussi bien en amont et en aval de toute décision qui concerne le secteur. N'oublions pas que la Constitution de 2011 prévoit dans son article 12 des dispositions, à savoir, l'article 12 indique que les associations de la société civile peuvent contribuer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des décisions et des projets des institutions élues et aussi des pouvoirs publics. L'article 13 affirme que les pouvoirs publics doivent créer des instances de concertation avec les citoyens et les acteurs de la société civile. Comme ça a été le cas pour déjà le premier décret, il y a eu les sessions Intidarat avec un débat, c'était intéressant. Ben là aussi, peut-être que c'est le moment de penser à ça. N'oublions pas aussi malheureusement l'article 37 du Dahir de 1976, c'est le Dahir qui porte loi relative à l'exercice de la pharmacie et qui institue le Conseil de l'ordre des pharmaciens. Ce Dahir, il dit clairement, l'article 37 dit, le Conseil national de l'ordre donne son avis sur les projets de loi et règlements concernant l'exercice de la pharmacie, l'enseignement pharmaceutique, les conditions d'hygiène et de sécurité des établissements pharmaceutiques, ainsi que sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de la Santé. Donc vous voyez, on ne peut rien faire normalement sans Conseil de l'ordre. Et pour finir, en conclusion, l'accessibilité aux médicaments au Maroc ne peut être durable, bien évidemment, sans nous soucier de la pérennité des caisses. Ça, c'est une évidence. Il faut mettre en place des mécanismes, les renforcer s'il le faut. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que la disponibilité du médicament et l'accès aux médicaments est aussi lié à la pérennité des trois composantes du secteur. Premièrement, il y a les industriels, les EPI, les établissements pharmaceutiques industriels. Malheureusement, l'État doit choisir, est-ce qu'on veut la souveraineté ou on veut absolument un médicament le moins cher possible. Si on veut le moins cher possible, c'est très simple, c'est pas au Maroc qu'on va le trouver, c'est dans les pays asiatiques, ça c'est évident. Maintenant, il faut peut-être trouver un petit équilibre, il faut que les laboratoires marocains baissent un peu leur prix, mais il faut trouver un moyen de compensation. L'innovation aussi, elle est capitale, donc il faut qu'on fasse tout pour permettre aux Marocains d'avoir des médicaments innovants. Là aussi, c'est des choix qu'il faut faire. On doit choisir les molécules les plus pertinentes, les molécules qui ont le meilleur service médical rendu. Donc là, il y a tout un travail à faire au niveau de l'industrie, mais en tout cas, on a besoin des industriels. On a également besoin d'avoir une répartition performante, donc on a besoin, et la répartition a un coût, donc là aussi il faut tout faire pour préserver les grossistes répartiteurs. Puis pour finir, si on veut parler du pharmacien, malheureusement souvent on croit que le pharmacien est contre la baisse du prix du médicament. Pas du tout, nous on est au comptoir, on connaît nos patients, tout ce qui peut être fait pour leur améliorer l'accès, on est pour. Seulement, le pharmacien ne veut pas que ça se fasse à ses dépens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas baisser les revenus des pharmaciens. On peut baisser le prix du médicament, il n'y a pas de problème, mais il faut prévoir des mécanismes de compensation. Je pense que tous les salariés et les gens de l'administration n'accepteraient jamais de voir leur salaire baisser de 30%. Et le pharmacien, il est comme eux, lui aussi, il a des frais de scolarité, il a beaucoup de charges, et en plus de ça, la plupart des pharmaciens sont déjà en difficulté. Alors, n'oublions pas que le pharmacien joue un rôle
essentiel dans l'accès sécurisé et équitable aux médicaments et également dans l'éducation thérapeutique des patients et dans la lutte contre le mésusage. C'est un vrai rempart contre le mésusage. C'est un professionnel de proximité. Il constitue un acteur clé de santé publique, notamment en zone sous-médicalisée. Que de régions ne trouvent ni médecins ni dispensaires, parce que peut-être la densité elle est très faible, mais on trouve un pharmacien qui est là avec son équipe au service des patients de la région. Le pharmacien peut contribuer activement à la prévention ainsi qu'à des missions élargies. Il faut juste lui faire appel, comme la vaccination, le dépistage, suivi des malades chroniques, etc. Le renforcer, c'est investir dans un système de santé plus efficace, plus humain et plus durable. Et pour finir, ça c'est ma dernière diapositive, les baisses de prix des médicaments non compensés entraîneront systématiquement à moyen terme la disparition des petites pharmacies et les pharmacies rurales aux dépens des grandes pharmacies. Donc la sélection ne se fera donc pas par la qualité des actes, mais plutôt par les moyens et c'est dommage. Les grandes réformes et la généralisation de la couverture ne pourront donner l'effet escompté sans des pharmaciens de proximité, gérés par des pharmaciens eux-mêmes ou par des remplaçants pharmaciens. Ces pharmaciens doivent être à jour de leurs connaissances, c'est capital, et ils doivent assurer un exercice de qualité. Et les pharmaciens doivent s'impliquer pour justement faire évoluer leur métier. Ils ne peuvent être défendus que par des syndicats représentatifs et ne peuvent être régulés que par des conseils de l'ordre capables de relever les défis. Et merci.